Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et voici un mardi de Stu sous le signe du rétablissement. Je vous explique. Stu, lui, est au courant. Il ne sait juste pas à quel point ce fut sérieux, mais nous avons été absents pendant quelques semaines. Je tiens à m'en excuser auprès des auditeurs et vous l'entendez à ma voix. Je ne suis pas remis à 100%. Avec Stu, nous étions à Londres et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai attrapé un rhume qui s'est propagé dans mes poumons et ça m'a valu ma pneumonie annuelle. Or, à mon âge avancé, les pneumonies ont toujours le dessus. Auparavant, c'était moi le plus fort, mais maintenant, la pneumonie l'emporte et la convalescence est difficile. Mais je suis arrivé en Floride, où je devais assister à une conférence, et le temps chaud m'a été bénéfique. Nous sommes donc de retour à l'antenne avec le chef mondial des placements chez RBC Gestion mondiale d'actifs, notre vieil ami Stu Kedwell. Comment ça va? Vous avez l'air en pleine forme. Je vais bien. Comme dirait ma mère, je suis en bonne forme, mais en forme de quoi? Encore un mot d'esprit de Stu. Et on en aura d'autres aujourd'hui, j'en suis sûr. Stu et moi étions ensemble sur la route pour discuter avec des groupes de conseillers. Nous serons dans l'Ouest canadien la semaine prochaine, ce qui sera super sympathique. Ça nous donne toujours une bonne idée de ce dont les conseillers parlent avec leurs clients. Quelles sont les préoccupations de nos auditeurs, celles des investisseurs? Et ça nous aide à adapter le contenu et les sujets que nous allons aborder. Nous aimons avoir votre avis sur ce que vous aimez ou non sur cette balado. S'il le faut, il y a d'autres animateurs disponibles qui attendent dans les coulisses, mais Stu, lui, sera toujours là. Ça va, je ne suis pas offusqué, mais nous apprécions vraiment les témoignages des auditeurs qui découvrent l'émission, peu importe sur quelle plateforme, et qui l'apprécient. Alors, merci à tous. Stu, je pense que c'est aussi quelque chose que vous aimez faire. Tout à fait. Je pourrais m'entretenir avec vous tous les jours, Dave. Et le fait que tous ces gens nous entendent, c'est encore mieux. J'aime vos questions qui intéressent aussi nos investisseurs, votre point de vue sur les choses et de pouvoir en discuter avec vous. Wow, non mais sans blague, c'est votre point de vue que les gens viennent entendre. Mais je le répète, ce que nous faisons, c'est aider les investisseurs de toutes les façons possibles pour qu'ils puissent y voir plus clair. Il y a tellement de bruit, et on va commencer par là, c'est tout. Du bruit qui crée beaucoup de mouvements, beaucoup de fluctuations sur les marchés, mais ce sont des mouvements bien réels. Et c'est déstabilisant pour les investisseurs canadiens. Il y a la situation politique aux États-Unis, la crise au Moyen-Orient, toutes des choses qui compliquent la situation. Nous discutions ce matin avec des agents immobiliers. En tant que banque canadienne, nous sommes évidemment très actifs dans le domaine des prêts hypothécaires et de l'achat immobilier. Et le défi auquel sont confrontés les premiers acheteurs sur le marché immobilier avec tout ce qui se passe. Ajoutez à cela l'IA, dont je pense que nous allons aussi parler aujourd'hui, c'est tout. Autant de raisons qui pourraient pousser quelqu'un à se retirer ou à marquer une pause plutôt que d'aller de l'avant. Mais on regarde les marchés, il y a bien eu une baisse de 10% à un moment donné, mais aujourd'hui, Stu, nous sommes revenus au-dessus du niveau du 28 février quand le conflit en Iran a débuté. Comme on ne s'est pas parlé depuis quelques semaines, quelle est votre idée là-dessus? Il se passe effectivement beaucoup de choses, c'est certain, et nous ferons de notre mieux pour en parler. Quand on est en pleine période de baisse, comme on l'a déjà dit, tous ceux qui vendent ne le font pas parce qu'ils le souhaitent. Certains sont contraints par des raisons extérieures, l'endettement, leur structure financière, d'autres facteurs. Les baisses sont souvent rapides et dès qu'il y a un retour à l'équilibre, cela peut souvent rebondir, un peu comme un ballon maintenu sous l'eau. Et celle-ci a été assez brève, 12 ou 13 jours, si je ne m'abuse. Et c'est un autre bon rappel. Le marché fonctionne ainsi. Une fois que les gens qui s'inquiétaient de la situation négative ont vendu, les acheteurs qui sont actifs pendant ce processus
Eux considèrent en substance que cette situation négative finira par passer. L'argent passe d'une main à une autre, et à mesure que cette crise commence à se résorber, et sans qu'elle soit complètement derrière nous, mais qu'elle a peut-être traversé le pire, ses mains, disons, ne lâchent pas prise si facilement. On assiste donc à ce genre de rebond. Nous avons commencé en nous inquiétant du prix du pétrole. Il y a le pétrole, mais il y a aussi le diesel, le kérosène, les engrais, l'hélium pour les semi-conducteurs. Nous en parlions la dernière fois. Cela va-t-il constituer un frein à la croissance économique? Il y a eu des discussions sur le fait qu'il y aura des répercussions. Nous avons commencé à voir certaines entreprises se manifester et tenter de cerner cet impact. Mais il y a aussi un tas d'investisseurs qui se demandent combien de temps cet impact va durer. Et tant que ce n'est pas trop long, nous n'allons pas modifier la valeur de l'entreprise dans quelques mois ou quelques années simplement à cause de ce frein. Cela a été un facteur majeur de la reprise. Il y a eu quelques autres événements en cours de route, la sortie de Mythos, un modèle d'Anthropic, même s'il n'est pas diffusé à tout le monde. Bien que nous ayons des inquiétudes concernant l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur certains secteurs de l'économie et certaines entreprises, le temps continue de s'écouler et le progrès avance. Cela avait déjà commencé un peu avant le début de la guerre, mais le coût de la puissance de calcul, on peut la mesurer sur un simple graphique, avait commencé à s'accélérer. Et quand un nouveau modèle arrive, cela nous rappelle que ces modèles vont être très performants et qu'ils vont consommer beaucoup de puissance de calcul. Nous avons donc vu les semi-conducteurs mener la charge et la mémoire. Sans entrer dans les détails techniques, il y a d'abord eu les GPU qui étaient nécessaires à l'entraînement d'un modèle, puis les CPU sont également assez importants pour la partie inférence, où le modèle effectue des tâches un peu plus spécifiques, et il y a ce va-et-vient. On a vu des entreprises comme Intel et AMD, ainsi que d'autres fabricants de semi-conducteurs, joindre le mouvement. Tout a commencé par le traitement graphique, puis on est passé à l'inférence, ensuite à la mémoire et enfin au CPU. L'industrie des semi-conducteurs a mené la charge depuis le bas de l'échelle, alors même que le reste du marché n'y a pas participé de manière aussi vigoureuse. Sur le plan géographique, les États-Unis et le Canada sont un peu protégés, ce qui n'est pas surprenant, contre les pénuries qui pourraient survenir sur certains marchés de produits. Ils s'en sont mieux sortis que l'Europe, le Japon s'en est plutôt bien sorti, et les marchés émergents ont en fait été plus solides qu'on aurait pu le croire. D'un côté, certains des marchés émergents sont de véritables consommateurs d'énergie, d'autres, comme l'Amérique latine, produisent des matières premières, des cultures variées. La situation y est un peu plus équilibrée. Et puis, il y a beaucoup de technologies au sein des marchés émergents, notamment grâce à Taiwan Semiconductor, qui fabrique à peu près tout. Nous avons traversé une période où je ne dirais pas que les marchés étaient bons marchés, mais où certaines valorisations avaient chuté de beaucoup. Les estimations de bénéfices dont les gens s'attendaient à ce qu'elles s'effondrent en réaction ont été très solides. Nous en avons discuté ce matin au sein de l'équipe. Malheureusement, même si les estimations de bénéfices sont très solides, cette tendance n'a pas été aussi généralisée que nous l'aurions souhaité. Près de la moitié de la vigueur actuelle des bénéfices du S&P 500 provient du secteur de la mémoire, traditionnellement plus cyclique. Le marché s'est globalement redressé, certains secteurs plus que d'autres, ce qui nous place dans une situation où, s'il s'avérait que le conflit devait durer plus longtemps, et je pense que le sentiment sur les marchés penche plutôt vers une forme de cessez-le-feu, malgré tous les rebondissements, les produits finiront par circuler à nouveau. Dans la mesure où cela se prolongeait ou si le conflit reprenait,
Alors peut-être qu'à très court terme, les marchés seraient un peu plus vulnérables. Mais tout bien considéré, les prévisions de croissance économique ont été légèrement revues à la baisse en Europe et dans les régions où le secteur de l'énergie est plus affecté. Mais les grands marchés, les États-Unis et le Canada dans une moindre mesure, ces économies se sont montrées un peu plus résistantes. Oui, nous allons passer rapidement sur les marchés émergents, car nous aurons Phil Langham dans les 2 prochaines semaines pour approfondir le sujet. Mais l'un des points importants que vous avez souligné concernant les marchés émergents et que beaucoup de gens négligent, c'est le nombre de pays qui les composent, les différences entre leurs économies et leurs performances selon les secteurs. Se trouver au bon endroit sur l'un de ces marchés émergents est tout aussi important que d'y être présent globalement. C'est un peu plus nuancé que cela. Mais Phil est le mieux placé pour en parler, comme vous le savez, Stu. Nous lui demanderons de nous en parler. Cela dit, le conflit au Moyen-Orient est l'un de ceux qui me déconcertent. Il s'agit d'une excellente leçon, et vous en avez parlé dans tant d'épisodes au cours des 5 années à cette émission. Une leçon tellement importante pour comprendre où en est la réflexion du marché. Vous parlez souvent du long nez du marché qui renifle devant. Et je regarde et je lis les actualités et je suis sûr que la plupart des auditeurs font de même. Ils sont en ligne, ils regardent les reportages, les vidéos de tout ce qui se passe, les analyses des deux bords politiques aux États-Unis, qui sont parfois fort divergents. Mais je n'ai pas l'impression que cette affaire soit prête de se terminer, ou en tout cas, elle s'éternise au-delà de ce que l'on aurait pu espérer. Mais le marché, lui, évolue ou réagit, comme vous l'avez dit, comme s'il savait qu'à un moment donné, nous allons parvenir à une résolution. Il regarde au-delà, si je puis dire, et je pense que c'est une excellente leçon à retenir. Si je dessine une courbe de distribution simple, et c'est ce que je fais quand je parle à des conseillers, on y trouve de chaque côté les situations extrêmes. D'un côté, le conflit se termine vite, alors le pétrole coule à flot, il y en aura plus que jamais, le prix chute à 40 $ le baril, tout est résolu et c'est un monde paisible, heureux et serein. Même l'Ukraine et la Russie trouvent un accord. Ce scénario était à environ 5% ou 2,5% de chances de réussite. On n'en parle plus maintenant. Mais il y a aussi le pire scénario où la situation s'éternise pendant des années et où le prix du baril de pétrole grimpe à 200 $. C'était une possibilité, mais il n'en est plus question. On se retrouve donc à peu près là où on s'y attendait, quelque part au milieu. Mais ça ne semble toujours pas résolu, même si le marché, lui, semble le tenir pour acquis. Est-ce que je me trompe? Eh bien, ce que le marché essaie toujours de faire, ça fait toujours bizarre de parler du marché comme s'il s'agissait d'une vraie personne, c'est de mettre un problème dans une case et de déterminer s'il s'agit ou non d'un problème fatal. Une fois qu'on a décidé que c'est un défi, mais qu'il n'est pas fatal, comme dans l'expression mauvais, mais prenant du mieux, ce n'est peut-être pas génial, mais aux yeux du marché, cela représente tout de même une amélioration. Une analogie qui fonctionnera pour la plupart de nos auditeurs canadiens est celle du marché immobilier canadien qui est toujours en difficulté. Cette préoccupation a attiré l'attention des investisseurs il y a 3, 4 ou 5 ans à quelques reprises, mais le marché a mis ça dans une case et il s'est dit qu'au fond, les banques disposent de beaucoup de capitaux. Elles ont cette capacité de génération de bénéfices qui leur permet de renflouer leurs réserves de capitaux si nécessaire afin de faire face au pire scénario. Ensuite, elles peuvent aller de l'avant et envisager de nouveaux projets. On peut se demander pourquoi le marché ne s'inquiète pas de quelque chose, et c'est une inquiétude tout à fait légitime. Mais il suffit qu'il y ait un peu moins d'inquiétude pour que cela soit positif pour les marchés boursiers. Nous devons donc toujours en tenir compte. Cette fois, la reprise a été assez forte, mais si on apprenait qu'Ormuz n'allait pas se rouvrir de sitôt, je ne suis pas certain que le marché soit aussi bien préparé à cette éventualité que la fois d'avant.
Ouais, Johnny Market était le meilleur élève de ma classe de terminale. Je ne suis pas surpris qu'il ait autant de réflexion. Et Sally Raleigh, elle aussi était dans ma classe au lycée. On parle de rallye ou de reprise comme s'il s'agissait d'une personne pour vrai. Mais il s'agit d'une reprise un peu fragile, non, Stu? Ce n'est pas la reprise saine et généralisée que nous aurions aimée. C'est vrai, le nombre de titres concernés n'est pas tout à fait le même qu'auparavant, même si dans ce contexte, on essaie toujours de faire le tri et de trouver les points positifs. Cette semaine, nous avons eu l'annonce importante du retour de Shell au Canada. L'entreprise était déjà présente au Canada, mais elle a annoncé l'acquisition d'une des grandes sociétés gazières de Calgary. Et c'est intéressant à plusieurs égards, car Shell avait quitté le pays du point de vue de la production des sables bitumineux. Son retour est donc intéressant. C'est l'un des principaux acteurs de nos installations de GNL, où le premier train est en route, et cela envoie justement ce genre de message. Les détails sont encore maigres sur ce à quoi on pourrait ressembler le fonds souverain, mais le gouvernement évoque déjà les grands projets. Il y a toute une série de choses en cours du côté du gouvernement, et voir une entreprise arriver, mettre ses cartes sur la table et dire qu'elle veut jouer un rôle plus important dans ce qui va peut-être se passer ici. Peut-être un peu plus de GNL, peut-être un peu plus d'installations autour des sables bitumineux, du gaz naturel, différents produits chimiques. Même dans une période où le marché est étroit et où tout le monde se concentre sur les semi-conducteurs, la mémoire et tout le reste, il y a toujours quelques nouvelles sous la surface qui nous amènent à nous questionner sur les mouvements des entreprises. En particulier sur le front des fusions-acquisitions, c'est généralement le résultat d'un processus stratégique très long et mûrement réfléchi. C'est donc un élément qui a également été mis de l'avant. Il s'agit d'une combinaison de facteurs. Bien sûr, on aimerait voir un rebond plus large par rapport au plus bas pour affirmer que le prix du pétrole n'aura pas d'impact sur autant d'entreprises qu'on pouvait le craindre initialement, mais il y a eu de nombreuses poches de résistance dans différents secteurs. Et nous y avons été exposés et avons vraiment essayé de prêter attention à tout ce qui se passe. Et vos commentaires sur l'IA tout à l'heure méritent d'être soulignés. Dites-moi si je me trompe, car vous êtes plus proche de ce sujet que moi, mais lors de conférences, j'entends différents intervenants en parler, et l'idée que l'IA commence à s'imposer dans les entreprises d'une manière qui permet de voir très clairement les avantages qu'elle va apporter au bilan global. On a une idée de l'IA et de ce qu'elle pourrait faire. Nous sommes à un point où il y a vraiment un modèle qui fonctionne et qu'on peut utiliser de différentes manières. Mais ensuite, le voir réellement adopté et mis en œuvre au sein des entreprises, constater qu'il est effectivement utilisé pour réduire les coûts, accroître l'efficacité et au final améliorer les résultats financiers, cela semble vraiment être un cap que nous avons clairement franchi. Mais est-ce ainsi que vous voyez les choses d'un point de vue de l'investissement? Au premier trimestre, au-delà des simples discussions sur l'IA, je pense que près d'un quart des entreprises du S&P 500 se sont fixés des objectifs spécifiques en matière d'efficacité de l'IA. Le deuxième élément qui se dessine à mesure que les modèles s'améliorent, c'est que d'ici 6 à 12 mois, à un moment donné, les modèles commenceront à s'entraîner eux-mêmes. Lorsque nous atteindrons ce niveau, nous aurons le gain d'efficacité, mais nous aurons aussi la réinvention de l'entreprise. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le New York Times a publié un article sur deux hommes qui ont monté une entreprise très prospère de vente de médicaments amaigrissants en ligne, et le marketing ainsi que les opérations étaient gérées par l'IA. D'un côté, certaines personnes s'inquiètent du niveau d'emploi dans certains secteurs, et ces inquiétudes sont légitimes. Nous devons y répondre.
Mais nous commençons également à entrevoir certaines opportunités qui pourraient se présenter. Dans ce cas précis, il s'agissait de la vente de médicaments amaigrissants, mais on entend toutes sortes d'histoires sur les merveilles que l'IA pourrait apporter aux soins de santé et à d'autres domaines. Donc, ce que je dirais à propos de l'IA, c'est qu'il y aura des répercussions dans certains domaines et nous devons réfléchir très attentivement à ces répercussions, tant sur l'emploi que sur certaines entreprises qui pourraient rencontrer des difficultés dans ce nouveau domaine. D'autres entreprises vont en tirer de nombreux gains d'efficacité et toute une série de nouvelles entreprises vont émerger et pourraient être très dynamiques. Mais comme je le disais, je pense que cela va toucher toutes les entreprises d'une manière ou d'une autre. Au moment où vous dites cela, quelque chose me vient à l'esprit. Nous avons bien sûr des analystes qui établissent des prévisions de bénéfices agrégés. Et ensuite, vous et les gestionnaires de placement essayez de repérer les éventuelles incohérences dans ces prévisions. L'IA a créé un éventail plus large de résultats. Les entreprises qui l'adoptent pleinement pourraient en tirer des bénéfices exceptionnels, difficiles à prévoir. Et à l'inverse, celles qui auront bâclé l'intégration de l'IA obtiendraient forcément des résultats vraiment désastreux. Et là encore, cela vous est difficile à anticiper. Y voyez-vous un risque quelconque? Les risques sont de plusieurs ordres. Le premier est que le chiffre d'affaires commence tout simplement à filer vers la concurrence. Il suffit de voir le temps qu'il a fallu pour que l'Internet, Internet Explorer, Chrome et ce genre de produits s'imposent, comparé à la rapidité avec laquelle les gens ont adopté OpenAI, Claude et Gemini. La vitesse à laquelle une entreprise peut évoluer est manifestement accrue, ne serait-ce qu'en raison de la rapidité avec laquelle les clients peuvent changer de cap. Le deuxième point concerne la refonte de votre activité. La vulnérabilité réside dans l'ampleur de vos marges. Vous pourriez donc avoir une entreprise qui reste tout à fait prospère, mais la croissance du chiffre d'affaires pourrait être légèrement différente et les marges pourraient être un peu plus faibles. Vous pourriez toujours avoir une entreprise prospère, mais votre titre boursier ne serait peut-être pas aussi performant. C'est ce genre de questions que les gestionnaires de portefeuille et les analystes passent leur temps à examiner. À quoi ressemble votre chiffre d'affaires? Pourrait-il être meilleur? Pourrait-il rester identique? Pourrait-il être pire? Comment votre profil de marge évolue-t-il dans ce contexte? Où se situent les risques? Où pourrait-il s'améliorer? Si vous réalisez des gains d'efficacité et que votre activité se développe, pourrez-vous les conserver ou devrez-vous les répercuter sur le client? Sûrement un peu des deux. Et puis, une fois que vous disposez de ces nouveaux résultats en termes de chiffre d'affaires et de marge, vous devez calculer la valeur que vous attribuez alors au flux de trésorerie. Si vous estimez qu'il est moins durable, vous lui attribuerez un multiple plus faible. Si vous pensez qu'il est plus durable, vous lui attribuerez un multiple plus élevé. C'est un peu une matrice par trois: chiffre d'affaires, marge et valorisation. Cela a probablement élargi les résultats sur certains points, mais si vous êtes prêt à l'envisager sous ces angles, cela vous offre encore de nombreuses opportunités au sein même du marché. Si je vous ai bien écouté au fil des ans, l'élargissement des résultats est quelque chose que vous et votre équipe souhaitez, n'est-ce pas? Parce que vous êtes plus à même d'identifier les gagnants et les perdants que ne le peut l'investisseur moyen. Certaines personnes regardent la volatilité du marché et disent que cela n'a aucun sens. Nous disons que la volatilité a tout son sens. La volatilité, c'est le cours de l'action qui rebondit entre ces différents résultats. Il faut alors accepter la volatilité que l'on observe plutôt que de s'en inquiéter, et cela crée des opportunités au fil du temps. Ouais. Donc, nous avons la Banque du Canada cette semaine, je crois, qui devrait probablement maintenir ses taux inchangés. Il ne semble pas du tout que les taux vont baisser ici aux États-Unis. Vous avez vu le taux à 10 ans remonter légèrement ces derniers jours. Y a-t-il quelque chose de dramatique qui vous préoccupe? Eh bien, toute mesure d'assouplissement prévue a probablement été écartée. Les banques centrales ont des mandats différents à travers le monde. Pour certaines, il s'agit d'un double mandat portant sur l'inflation et le chômage. D'autres se concentrent davantage sur l'inflation.
On pourrait assister à un resserrement dans la zone euro ou autres pays où l'accent est mis sur l'inflation. Le problème, c'est que lorsque vous resserrez la politique monétaire en réponse à un choc du côté de l'offre, vous risquez inévitablement de faire baisser la demande de l'autre côté. La raison pour laquelle on a observé une certaine évolution des taux à court terme, mais pas autant pour les taux à long terme, est que si les taux à court terme sont plus élevés, les chances de les voir baisser à l'avenir augmentent. C'est cette relation qui explique pourquoi les taux à 5 et 10 ans ne bougent pas autant. L'autre événement majeur à l'ordre du jour cette semaine, c'est que les plus grandes entreprises du S&P 500, quelques-unes des 7 magnifiques, publient leurs résultats. Dans les années 2024 et 2025, c'était tout un événement, mais au premier trimestre, les investisseurs se sont un peu détournés des 7 magnifiques. Cela dit, ces résultats restent importants pour faire évoluer notre réflexion sur ce qui se passe plus largement sur les marchés, n'est-ce pas? Oui, je pense que l'accent est principalement mis sur le niveau des dépenses d'investissement, puis sur la croissance pure et simple des hyperscalers, car c'est un peu un cercle vertueux. Si les hyperscalers connaissent une forte croissance, cela signifie que la demande en puissance de calcul est élevée. Si la demande en puissance de calcul est élevée, cela justifie alors davantage de dépenses d'investissement. Nous vivons une période où nous verrons ce genre de débat plusieurs fois par année. Parfois, la puissance de calcul semble devancer la demande en raison du modèle actuellement en place, puis nous obtenons un nouveau modèle et nous nous retrouvons avec une pénurie de puissance de calcul. Et nous allons en quelque sorte faire des allers-retours sur ce sujet. Mais les gens adoptent ces nouveaux modèles et on voit bien que leur utilisation de jetons commence à monter en flèche. Quant à nous, Dave, je pense que nous avons épuisé les nôtres sur cette balado. Pour faire marcher ces deux cerveaux, cela a pris toute une puissance de calcul, je pense. Ouais. Bon, je vais aller recharger ma puissance de calcul en me promenant sur une plage de sable blanc et doux avec les vagues chaudes de l'océan qui viennent me lécher les chevilles et je vais me détendre. En fait, je préférerais faire ce que vous faites, c'est-à-dire gérer quelques centaines de milliards de dollars. C'est plus passionnant que ce que moi je vais faire. Mais vu mon état, je devrais probablement essayer de me remettre en forme. Stu, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. On a abordé beaucoup de sujets aujourd'hui. C'était plutôt bien. Ouais, alors comme vous, nous avons bien couvert la rive. On se revoit bientôt, Dave. Merci beaucoup. Merci, Stu. Vous avez réussi à me faire étouffer tout juste à la fin. La présente balado a été préparée par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., RBC GMA, aux fins d'information à la date indiquée seulement. Elle n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers, liés au placement ou autres, et ne doit pas servir de fondement à de tels conseils. RBC GMA prend des mesures raisonnables pour fournir de l'information à jour, exacte et fiable, et croit qu'elle l'est lorsqu'elle est communiquée. Nous vous invitons à consulter votre conseiller avant de prendre des décisions fondées sur les renseignements qui figurent dans le présent contenu. Toutes les opinions correspondent à notre jugement et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements présentés ici sont fournis de bonne foi, mais sans responsabilité légale. RBC GMA se réserve le droit à tout moment et sans préavis de corriger ou de modifier les renseignements ou de cesser de les publier.